Les paysages sont froids et désolés. Pendant une grande partie de l'année, les conditions y sont extrêmes. Les Rocheuses s'étendent sur plus de 4800 km sur le continent nord-américain. Elles abritent des écosystèmes et des reliefs très variés. Et l'endroit le moins propice à la vie dans ces montagnes est sans aucun doute le sommet. Pour certains animaux, il s'agit pourtant d'un environnement idéal, comme la chèvre des montagnes rocheuses ou la marmotte des rocheuses. Comment ces animaux parviennent-ils à survivre dans l'un des environnements les plus inhospitaliers de notre planète ? Les montagnes rocheuses. La plupart du temps, leurs sommets sont cachés par les nuages. Elles sont composées de plus de 100 massifs montagneux et de dizaines de sommets dont certains atteignent 4000 mètres d'altitude. Au-dessus des forêts qui recouvrent les versants montagneux, des animaux se sont adaptés pour vivre dans ces zones les plus élevées. Ici, les conditions de vie sont rudes. À cette altitude, seuls les plus résistants survivent. Le sommet d'une montagne n'est pas l'environnement le plus chaleureux et le plus accueillant qui soit. Ici, les températures sont extrêmement basses et diminuent de 2 degrés tous les 300 mètres environ. Le vent n'améliore pas la situation. Les rafales peuvent atteindre 160 km/h. Une puissance équivalente à celle d'un ouragan de catégorie 2. Ici, le vent peut vous projeter sur des falaises acérées. La nourriture et les abris essentiels à la survie sont rares. Et c'est aussi le cas des prédateurs qui préfèrent les proies faciles vivant dans la vallée. C'est pour cette raison que de nombreux animaux élisent domicile près des sommets. Les espèces qui vivent ici sont les plus adaptées à cet environnement hostile. Heureusement pour elles, les conditions sont sur le point de s'améliorer considérablement. Le printemps est arrivé. Alors que la végétation commence à percer les dernières couches de neige, ce lagopède alpin se prépare pour la nouvelle saison en changeant de couleur. Cet oiseau passe sa vie sur les versants des montagnes et survit à l'hiver en se camouflant. Son plumage blanc lui permet de disparaître dans un paysage enneigé. Il sert également de couche isolante et recouvre tout son corps jusqu'aux pattes.
Lorsque les températures sont trop basses, ils se réfugient à l'abri dans le manteau neigeux. Mais à cette période, la neige fond, et il est temps pour le lagopède alpin de perdre son plumage blanc. Des plumes brunes font leur apparition. C'est idéal pour se dissimuler parmi les rochers. Les chèvres des montagnes rocheuses changent elles aussi pour avoir moins chaud. Leur épaisse fourrure leur a permis de survivre au cours des derniers mois. Leur pelage est composé de 2 couches, les poils de bourre en dessous d'apparence laineuse et les poils de garde au-dessus. Cela leur permet d'être protégés des vents violents et des températures descendant jusqu'à moins 46 degrés. Mais désormais, elle tente de perdre sa couche épaisse le plus vite possible en se frottant contre l'écorce et les rochers. Les chèvres des montagnes rocheuses perdent leurs poils dès la fonte des neiges et arborent un pelage d'été plus léger. À cette altitude, l'air est pauvre en oxygène et le soleil brille. Pour les chèvres des montagnes rocheuses, la chaleur peut être tout aussi dangereuse que le froid glacial. Elles sont très sensibles aux coups de chaleur. Comme les chiens, elles ne transpirent pas et se rafraîchissent en tirant la langue. Elles s'abritent à l'ombre lorsque les rayons du soleil sont trop intenses. Plus haut dans la montagne, ce mouflon canadien tente de se rafraîchir. Il inspire profondément pour faire passer l'air frais dans ses naseaux où se trouvent de nombreux vaisseaux sanguins. Cela lui permet de refroidir son sang et donc son organisme tout entier. Son corps est parfaitement équipé pour résister au froid. Il est trapu, a des pattes et une queue très courte, ainsi que de petites oreilles, ce qui lui permet de conserver la chaleur le plus efficacement possible. Mais quand il fait chaud, ces avantages deviennent des inconvénients. Comme la chèvre des montagnes rocheuses, il cherche un endroit frais quand il fait trop chaud. Il n'aura pas à attendre longtemps. Au sommet des Rocheuses, la météo change en un instant. En été, il peut y faire très chaud, mais aussi très froid, sec ou humide, selon les caprices du climat. Les conditions météorologiques peuvent changer en un clin d'œil et passer d'une chaleur agréable à des températures inférieures à 0 degré dans la même journée. Les nuages y jouent un rôle important. Une fois le soleil couché, les températures chutent parfois de 15 degrés. Mais ce mâle ne veut pas attendre le crépuscule. La faim le pousse à ressortir au soleil. Il doit reconstituer ses réserves de graisse après le rude hiver. Les chèvres ne peuvent pas se permettre de rester longtemps à l'ombre non plus. Chaque année au printemps, elles sont affamées. Leurs réserves de graisse ont quasiment fondu pendant l'hiver, si bien qu'elles risquent de mourir de faim. Elles doivent donc se nourrir le plus rapidement possible pour les reconstituer si elles veulent survivre à l'hiver prochain. La plupart des animaux vivant dans ces montagnes sont des mammifères et des herbivores. Et même si la vie est dure pour eux, elle l'est encore plus pour les plantes. Les plantes ne bénéficient pas de conditions idéales à leur développement
Plus l'altitude est élevée, plus la végétation se fait rare. L'altitude jusqu'à laquelle les arbres poussent dépend de la proximité de la montagne avec l'équateur. Dans la partie sud des Rocheuses, on trouve des arbres jusqu'à 3700 mètres d'altitude. Mais dans les Rocheuses canadiennes, on en trouve uniquement jusqu'à 760 mètres. Seules 200 espèces de plantes peuvent survivre dans cet environnement. Près de la moitié d'entre elles poussent également dans une autre région inhospitalière, l'Arctique. Les plantes ont besoin de dioxyde de carbone pour la photosynthèse, et à cette altitude, il n'y en a pas beaucoup. Les pluies sont rares. Les précipitations sont en moyenne de 30 cm par an. La zone n'est ni plus ni moins qu'un désert. Sans compter que la saison où les plantes peuvent pousser est courte, de 60 à 90 jours en général, et il peut neiger pendant toute l'année. Si l'hiver dure trop longtemps ou si le manteau neigeux est trop épais pour que les animaux puissent atteindre la végétation en dessous, même de bonnes réserves de graisse pourraient ne pas suffire à la survie des chèvres. Cette chèvre des montagnes rocheuses a de la chance. Elle a trouvé de quoi faire un festin. Elle se nourrit de fleurs sauvages qui poussent sur ce sol sec et rocheux. Les chèvres ne sont pas difficiles. Elles mangent ce qu'elles trouvent, quand elles le trouvent. La mousse et les plantes grasses ont beaucoup de succès. Ces plantes se développent mieux que les autres sur les montagnes, car elles poussent près du sol et donc à l'abri du vent. Leurs grandes feuilles sont conçues pour conserver l'humidité, en minimisant la circulation de l'air et l'évaporation d'eau. Un peu plus haut, un troupeau de mouflons canadiens a lui aussi trouvé de la nourriture. Ces animaux possèdent un système digestif conçu pour tirer au maximum profit de la nourriture qu'ils ingèrent. Comme les vaches, ce sont des brouteurs, et ils possèdent 4 estomacs qui leur permettent de manger tout ce qu'ils trouvent. Lorsqu'ils ne broutent pas, ils ruminent la nourriture qu'ils ont régurgitée avant de l'avaler pour de bon. Cela leur permet d'absorber davantage d'eau et de nutriments à chaque repas. Mais malgré ces 4 estomacs qui facilitent la digestion, cette espèce d'ovin a trouvé une source de suppléments nutritionnels. Et le mouflon n'aime pas partager. Il s'agit d'une pierre qu'il lèche. Elle est formée de plusieurs couches minérales très riches en nutriments, tels que le sodium, le calcium, le fer et le zinc. Des éléments essentiels à la croissance osseuse et musculaire. On sait que de nombreuses espèces parcourent de grandes distances pour trouver ces rochers, surtout après s'être peu nourries pendant l'hiver. Les chercheurs pensent que ce sel est un apport nutritionnel qui atténue les douleurs de l'estomac liées à une consommation trop importante de jeunes plantes. Et comme le mouflon vit dans un environnement où la quantité de nourriture est imprévisible, il n'a pas intérêt à la gaspiller. Les mâles ont besoin de nourriture pour que leurs précieuses cornes poussent. Leurs cornes sont les témoignages de leur histoire. Une histoire de festin et de famine. Les brebis mettent bas au printemps. Mais les jeunes mâles doivent passer l'hiver avant que leurs impressionnantes cornes commencent à pousser.
Et comme leur croissance demande beaucoup d'énergie, elles poussent durant l'été, lorsque les animaux ont suffisamment d'herbes, de graines et de plantes à manger. En hiver, quand la nourriture se fait rare et qu'il vaut mieux économiser son énergie, les cornes cessent de pousser. Un cercle se forme à la surface, comme dans le tronc d'un arbre. Cela permet aux scientifiques de connaître l'âge d'un mâle plus facilement. Évaluer l'âge d'une femelle est en revanche plus difficile. Leurs cornes sont plus petites et ne bénéficient pas de périodes de croissance accélérée chaque année. Puisque les cornes du mâle sont faites pour attirer les femelles, il ne s'agirait que d'un gaspillage d'énergie pour elles. Les femelles sont également moitié moins grandes que les mâles. Et elles ne passent pas leur temps à se battre. Elles ont donc besoin de moins d'énergie. C'est peut-être pour cette raison qu'elles vivent généralement environ 14 ans, soit 2 ans de plus que les mâles. Ce mâle wapiti profite de l'herbe qui a poussé pendant le printemps. Contrairement aux mouflons et aux chèvres, les wapitis descendent dans la vallée quand le vent se met à souffler. Ils passent l'hiver au pied de la montagne à se nourrir d'écorce, à l'abri des conditions météorologiques extrêmes qui règnent en altitude. Désormais, l'été approche. Ils remontent vers la lisière des arbres pour se nourrir des herbes qui poussent en altitude. Il montera aussi haut que le relief le lui permet. Près de 2000 wapitis vivent dans le parc provincial Eight of the Rockies. Il y a du monde dans la vallée. Monter le plus haut possible donne un avantage certain à ce mâle par rapport au reste du troupeau. Il peut atteindre la nourriture en premier sans être en concurrence avec les autres. Sans compter que les prédateurs sont rares ici. Il arrive que les coyotes et les loups montent aussi haut, mais ils préfèrent chasser plus bas dans la vallée où ils peuvent se cacher dans la végétation. Le wapiti peut grimper jusqu'à 3800 mètres et peut s'adapter à tout type de terrain tant qu'il peut y trouver de quoi manger. Ils ont d'ailleurs plusieurs montagnes à leur disposition. Dans le parc, on trouve 26 sommets dépassant les 3000 mètres. Tout cela dans une région presque aussi grande que la ville de Chicago. Le plus haut sommet, le mont Joffre, culmine à 3500 mètres d'altitude. À une telle hauteur, l'homme souffrirait du mal aigu des montagnes. Mais le wapiti n'a pas ce problème.
en partie parce qu'il s'est adapté au manque d'air. Au fur et à mesure que l'altitude augmente, l'air se raréfie et contient moins d'oxygène. Cela signifie qu'à chaque inspiration en montagne, l'organisme absorbe 60% d'oxygène en moins qu'au niveau de la mer. Les animaux de la région se sont adaptés. Ils ont des poumons plus grands et davantage de globules rouges pour transporter l'oxygène. La raréfaction de l'air signifie également que les rayons ultraviolets du soleil sont plus intenses. La fourrure des animaux fait donc office de protection. Mais l'altitude reste une menace. Dans ces montagnes, le danger le plus important est la gravité. Sur des pentes aussi raides, le moindre faux pas peut être fatal. Culminant à 3959 mètres d'altitude, le mont Robson est le point le plus élevé de la chaîne des Rocheuses. Il ne s'agit pourtant pas du point le plus éloigné du niveau de la mer, mais de la montagne qui présente le plus gros dénivelé entre sa base, le lac Berg, et son sommet. Sa face extrêmement raide et irrégulière représente un défi, même pour les alpinistes les plus chevronnés. Le mont Robson est surnommé « The Great White Fright », la Grande Terreur Blanche, et pour cause. Avec ses 3000 mètres de versant vertical, il est considéré comme l'une des parois de glace les plus difficiles à escalader d'Amérique du Nord. Seuls 10% des alpinistes parviennent au sommet. À titre de comparaison, le mont Everest, le point culminant de la planète, est 2 fois plus haut que le mont Robson. Mais son ascension est bien plus facile. 50% des alpinistes parviennent à son sommet. L'être humain n'est évidemment pas fait pour gravir ces montagnes. Mais d'autres animaux le sont. Comme cette femelle mouflon canadien qui est en train de prendre son pelage d'hiver. Et ce n'est pas la seule. 42 espèces de mammifères et 182 espèces d'oiseaux vivent dans le parc aux alentours du mont Robson. Quand l'altitude change, c'est aussi le cas de l'écosystème et des animaux qui y vivent. Des forêts de cèdres pruches intérieures dans les vallées en contrebas, à la toundra en altitude. Ici, on trouve des animaux qui vivent les uns aux côtés des autres. Les mouflons canadiens et les chèvres des montagnes. Mais même s'ils sont adaptés à ces conditions de vie, ils ne doivent pas ignorer les lois de la gravité. Les avalanches et les chutes de pierres peuvent tuer même les animaux les plus agiles sur ce terrain. Il s'agit d'ailleurs de la principale cause de mortalité chez ces espèces. Le meilleur moyen de rester en vie à cette altitude, c'est de ne pas tomber. Mais ces mouflons canadiens ne s'inquiètent pas. Ils courent au bord du précipice, alors que les roches se dérobent sous leurs pattes. Ils montent en zigzagant pour atteindre le sommet.
Ici, des grimpeurs avanceraient avec une grande prudence. Mais pour ces mères et leurs petits, c'est une balade ordinaire. Pour ces petits mouflons, ces roches acérées sont un terrain de jeu. Ils ne sont âgés que de quelques semaines, mais sont déjà très à l'aise sur ces pentes. Ils sont indépendants, curieux et joueurs, comme beaucoup d'enfants. À ceci près que la plupart des enfants n'ont pas de cours de récréation en haute altitude sur le versant d'une montagne. Pour la mère, c'est le moment idéal pour se reposer. Les mouflons sont des animaux impressionnants. Le centre de gravité de leur corps trapu et puissant se trouve tout près de leurs sabots et leur permet une meilleure stabilité sur les rebords. Les mâles peuvent même supporter tout leur poids sur une seule jambe. Leurs sabots sont des doigts modifiés, capables de s'écarter. Ceci leur permet de sauter sur des corniches à plus de 3 mètres d'eux et s'accrocher à des rebords de la largeur d'1 pouce. Impressionnant, non? Pourtant, les chèvres des montagnes rocheuses peuvent remonter les pentes encore plus vite. Elles peuvent parcourir une distance équivalente à la hauteur de l'Empire State Building en à peine 20 minutes. Et ce, en s'accrochant à des surfaces pratiquement verticales. Même dans cet environnement, les quadrupèdes ont l'avantage. Leurs pattes se terminent par des sabots capables de s'écarter qui leur permettent de placer leurs doigts indépendamment l'un de l'autre pour plus de stabilité. Ils possèdent aussi une sorte de coussinet dur et flexible sous leurs sabots qui peut s'agripper à n'importe quelle irrégularité du terrain. Ce coussinet est entouré de kératine dure, ce qui leur permet de supporter tout le poids de leur corps sur une seule patte. Les muscles situés dans leurs épaules sont très puissants et permettent aux chèvres des montagnes rocheuses de se hisser vers le haut plus facilement et de rester stables en descente. Elles peuvent également faire des bonds de 3,50 m. Tous les animaux présents dans cette région montagneuse isolée se sont adaptés physiquement pour y survivre. Ils se sont également adaptés socialement, mais de façon différente. Pour les plus petits, la coopération est essentielle s'ils veulent survivre. Cette marmotte des rocheuses mâles vient de sortir de sa période d'hibernation, mais se prépare déjà à l'hiver suivant en cherchant le plus de nourriture possible. Il s'agit du plus grand écureuil terrestre d'Amérique du Nord. Il doit donc doubler son poids au cours des prochains mois. Lorsque les feuilles commenceront à changer de couleur, il partira se réfugier sous terre, loin de la neige, et hibernera pendant 8 mois. Se nourrir n'est peut-être pas un travail d'équipe, mais rester en vie, si. Les Canadiens appellent ce rongeur le siffleux, à cause du son aigu qu'il émet. Lorsqu'un prédateur approche, la marmotte siffle longuement pour avertir ses congénères du danger.
Un peu plus haut, cette femelle Pika d'Amérique n'est pas d'humeur à être dérangée. Elle doit elle aussi trouver de la nourriture. Elle défend férocement son terrier et pour cause, elle va passer tout l'été à le remplir de provisions. Les pikas ne dorment pas pendant tout l'hiver, mais restent à l'abri dans un terrier au milieu des rochers. Un garde-manger bien rempli est donc essentiel s'ils veulent survivre au froid. Les voleurs ne sont pas les bienvenus ici. Et le pika n'hésite pas à chasser ses voisins pour protéger ses réserves de nourriture. Mais celle-ci ne veut pas pour autant qu'ils partent trop loin. Elle ne veut pas nourrir ses voisins, mais ses prédateurs non plus. Les pikas collaborent et montent la garde à tour de rôle pour prévenir les autres si un coyote ou une belette approche. Les pikas poussent des cris d'alerte lorsque le danger approche pour qu'ils puissent se mettre à l'abri. Après tout, si ces animaux ont élu domicile aussi haut dans la montagne, c'est bien pour éviter les grands carnivores. Le mouflon canadien est le plus sociable des artiodactyles. Et ce, même si les combats sont fréquents. Les mâles n'interagissent avec les femelles qu'à la saison des amours, en automne. Le reste de l'année, ils vivent entre eux. Les béliers de cette espèce possèdent un crâne très épais, qui leur est très utile quand ils veulent montrer leur puissance. Mais ce que vous voyez là est en fait une marque de respect. Le bélier qui a la tête baissée est le mâle dominant. L'autre mâle dépose son odeur sur ses cornes à l'aide de glandes spéciales situées près de ses yeux. Cette odeur est la marque d'un lien entre les deux membres du groupe. Mais lorsqu'ils doivent résoudre un conflit ou impressionner une femelle, leur attitude change radicalement. Ils peuvent peser jusqu'à 330 kg, ce qui fait d'eux les plus grands ovins sauvages d'Amérique du Nord. Les béliers se chargent pendant des heures, à une vitesse pouvant atteindre les 64 km/h. La force qu'ils déploient est 60 fois supérieure à celle nécessaire pour briser un crâne humain. Mais leur crâne est robuste. Il est composé de 2 couches d'os et a une structure semblable à celle d'une ruche. De petits os et des tendons relient la tête et la colonne vertébrale. Cela permet de protéger le cerveau lors d'un combat et d'éviter les commotions cérébrales. Leurs cornes imposantes s'enroulent sur elles-mêmes et atteignent parfois la taille d'une roue de vélo. Les béliers ont des muscles particulièrement puissants dans le cou qui leur permettent de maintenir la tête droite malgré ces cornes qui peuvent peser 14 kg. C'est plus que le poids de la totalité des os de leur corps. Chez les mouflons canadiens, plus les cornes sont grandes, plus le bélier a de l'importance dans le groupe. Mais le meilleur moyen de résoudre un conflit reste de mettre un coup de tête à son adversaire. Une fois l'autorité restaurée, les affrontements s'arrêtent et les mâles font la paix.
Malgré ces tendances belliqueuses, les béliers évoluent au sein d'un groupe social très structuré et forment des relations durables au sein du troupeau. Comme des colocataires, ils ont des moments de tension, puis redeviennent amis. Heureusement, les combats se cantonnent à la période de reproduction. Les chèvres des montagnes, elles, sont moins pacifistes. Chez elles, un combat éclate toutes les 15 minutes en moyenne. Et ces combats ne se limitent pas à la saison des amours. Cela peut arriver toute l'année. Les chèvres des montagnes rocheuses peuvent se montrer agressives avec n'importe qui interférant avec leur routine quotidienne. Elles se défendent à l'aide de leurs petites cornes pointues. Ces cornes révèlent que ces chèvres ne sont pas ce qu'elles semblent être en réalité. Ce ne sont pas vraiment des chèvres. Elles appartiennent au genre Oreamnos, qui signifie agneau des montagnes en latin. Mais ce ne sont pas non plus des moutons. Même si cet animal ressemble à une sorte de chèvre, il s'agit plutôt d'un mélange entre la chèvre et l'antilope. En fait, elle est aussi proche du bœuf musqué que des chèvres ou des moutons. Leurs cornes sont la principale différence. Elles sont plus courtes, plus fines et plus pointues que celles des chèvres. Elles agissent comme deux couteaux acérés fixés au sommet de leur crâne. Elles permettent à ces animaux grincheux de repousser les prédateurs et même leurs congénères, et de percer l'abdomen de leurs adversaires potentiels. Les mâles et les femelles possèdent ces cornes pointues, mais vivent dans des groupes séparés. Les mâles ont tendance à rester seuls ou à se rassembler en petits groupes. Celui-ci grimpe vers le sommet. Il reste à portée de vue du groupe, mais est suffisamment loin pour être le seul à profiter de toute cette nourriture. Ces mères et leurs petits font partie d'un groupe de femelles où la hiérarchie basée sur l'âge est très stricte. La femelle la plus âgée du groupe est la matriarche. Les femelles sont particulièrement irascibles, mais doivent vivre en groupe afin de s'assurer qu'aucun prédateur ne s'attaque à leurs petits. Ce petit est né il y a 1 mois au milieu des rochers, loin des prédateurs, mais aussi de ses congénères qui pourraient s'en prendre à lui. En 2 jours à peine, il est déjà assez stable sur ses pattes pour grimper aux côtés de sa mère. Sa mère le protège, mais n'hésiterait pas à l'abandonner si un prédateur menaçait sa propre vie. La loyauté est rare chez les chèvres des montagnes. Il y a 2 semaines, cette femelle faisait partie d'un autre groupe. Aujourd'hui, elle se nourrit de l'autre côté de la montagne. Cela fait partie de sa stratégie de survie. Elle se déplace de façon imprévisible et se nourrit à différents endroits pour dérouter les prédateurs qui pourraient rôder dans les environs. Et elle n'aime pas partager ses coins favoris. Lorsque la nourriture se fait rare, les chèvres doivent se rassembler, ce qui crée des tensions. Et dans un groupe aussi hiérarchisé, ce sont les petits qui courent le plus de risques. Ce jeune mâle n'a que 40% de chances de survivre à sa première année et seulement 50% de survivre à la deuxième. Depuis des millions d'années, ces montagnes sont les témoins des changements subis par notre planète.
Les parties les plus anciennes de ces montagnes abritent des fossiles datant parfois d'1,7 milliard d'années. À l'époque, la roche qui compose ces montagnes était bien plus proche du niveau de la mer. Certaines roches, comme le calcaire, proviennent même des fonds marins. Avec le déplacement progressif des plaques tectoniques et la pression qu'elles exercent l'une sur l'autre, de grandes masses rocheuses se sont fissurées et ont fini par monter sur d'autres roches. Castle Mountain, avec son sommet aplati et ses parois impressionnantes, se trouve juste au-dessus d'une faille dans le parc national de Banff. Ses parois striées lui donnent un air de forteresse imprenable d'une hauteur de 3000 mètres. Le sommet de cette montagne est composé de couches de calcaire et de schiste. Quand les failles ont commencé à trembler, la roche plus ancienne a été propulsée au-dessus des roches plus jeunes à la base de la montagne, ce qui a provoqué une anomalie géologique. En général, lorsqu'on observe des couches sédimentaires, les roches jeunes se trouvent au-dessus des plus anciennes. Mais ces marques emblématiques de chevauchement rendent les rocheuses uniques. Les couches les plus dures de Castle Mountain ont mieux résisté à l'érosion que les autres. Voilà ce qui explique l'impression de tranches de roche sur la façade. Cette région est majestueuse, dépouillée et inhospitalière. Pourtant, de nombreux animaux y vivent. Ici, la survie n'est qu'une question de gestion des risques. Les animaux font face au froid, au vent et au risque de chute. Parce que ces risques sont bien plus prévisibles que les prédateurs qui vivent plus bas, dans la vallée. Les loups, les coyotes et les pumas ne refuseraient pas un mouflon canadien si appétissant. Mais ces prédateurs ne sont pas de taille sur des versants aussi escarpés. Au-dessus des forêts où il n'y a nulle part où se cacher, ils ne peuvent pas tendre d'embuscade. La neige, plus molle en bordure du manteau neigeux, forme un fossé que la plupart des animaux ne peuvent pas traverser. Attraper une proie à cette altitude demande de tels efforts aux prédateurs que le jeu n'en vaut généralement pas la chandelle. La vie à une telle altitude ne convient pas à tout le monde. Mais pour les animaux qui vivent dans les Rocheuses, les montagnes sont de véritables gardes du corps. Ils se sont adaptés à cet environnement, car c'est là qu'ils sont le plus en sécurité. Derrière les murs d'une forteresse construite par la nature elle-même.